ce soir Dimitri Kocherou, qui est un habitué du cercle. Bonsoir. Qui va nous parler de la russophobie. Et à la fin de la conférence et après les questions, vous êtes invité à venir le voir. On a créé une association avec un site pour lutter contre la russophobie, qui est une des formes de la désinformation. Le sujet de ce soir, c'est la russophobie, la crainte ou la haine de la Russie. Si vous lisez Guy Métan, je vous conseille Je vais en parler. Oui, d'acquérir le livre d'un journaliste suisse. Il fit remonter la russophobie au temps de Charlemagne. C'est peut-être exagéré. Ce qu'il faut retenir, c'est le Faux Testament de Pierre le Grand, qui a été réédité abondamment par Napoléon pour justifier sa guerre. Il faut, si on est tant soit peu piqué de lettres, avoir lu le Marquis de Custine et bien d'autres auteurs récents. Et on peut dire qu'il y a eu une haine de la Russie en Occident, parce que, et aujourd'hui c'est vraiment patent, parce que la Russie est devenue un contre-modèle et rappelle à l'Occident l'infidélité à ses propres valeurs. On vit dans un monde mouvant et instable et on peut espérer que sur le plan géopolitique, les tensions s'apaisent. Mais il faut le savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui meurent dans le Donbass. Alors la russophobie peut prendre des moyens très divers. Vous prenez Libération ou le Figaro, le même événement sera analysé en fonction du public, mais le fond est le même. Et il ne faut pas croire, ça m'est arrivé de rencontrer dans certains milieux russes des gens enfin soi-disant des républicains, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, il faut être partout. Mais aujourd'hui, on est arrivé, je pense, à une heure grave. Et un petit exemple, j'avais un ami que j'avais invité pour parler à télévision Pravda, c'est un orthodoxe, mais il a été empêché parce que si on va à la télévision russe, mais on est surveillé par Bruxelles et il risque de perdre ses fonctions. Il faut savoir en même temps que, heureusement, Clinton a été battu, mais que l'Europe a débloqué des sommes colossales pour lutter sur les réseaux sociaux contre la pseudo-influence russe et les sites de soi-disant de désinformation. À vous, cher ami. Merci, Vincent. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler donc de cette idée de russophobie, qui sans doute n'est pas d'ailleurs le mot le plus juste, puisque il s'agirait plus de miso-Russie, si on pouvait créer ce mot-là, plus que de russophobie, puisque il n'y a pas vraiment à avoir peur. Mais enfin, on joue sur une idée de crainte. Bon, on prend le terme parce que c'est plus commode, parce que ça explique. Or, c'est quand même une des préoccupations. Je voudrais dire que, pour éviter toute ambiguïté, que je ne me suis pas intéressé, et on n'a pas créé l'association Stop Russophobie, parce que, par amour immodéré de la Russie, ou par russophilie excessive. Pas du tout. On a créé ce site et on agit dans l'idée, et je dirais,
dans la nécessité franco-française et franco-européenne au sens large, hein, l'Europe. Hein. Pourquoi? Parce que, à force de pratiquer ce qu'on appelle la russophobie, dont je vais vous parler un peu plus en détail, on est en train, comme l'a dit frère Thierry tout à l'heure, de porter atteinte à nos propres valeurs. Lorsque, puisqu'il y a fait allusion, donc je vais aller un peu de l'avant, lorsque le Parlement européen vote un texte dans lequel il est prévu de prendre des mesures législatives, ça veut dire pudiquement interdire, hein, quand même. La télévision russe qui s'appelle RT, l'agence de presse qui s'appelle Sputnik, fermer les représentants de ce qu'on appelle Rossotrodnichestvo, c'est-à-dire les centres culturels, et la fondation qui s'appelle Le Monde Russe, qui aide notamment à l'enseignement du russe un peu partout dans le monde. On est dans un moment dangereux pour nous, parce que ça veut dire que des fonctionnaires européens, que personne n'a choisi si ce n'est leurs relations familiales et leurs bonnes connexions, qui leur permettent d'avoir une place au soleil, vont juger à votre place de ce que vous pourrez voir ou pas voir. Qui vont juger quel pays pourra avoir un centre culturel ou pas. Qui vont impliquer en plus, par la règle diplomatique du réciproque, que nos centres culturels à nous, l'Alliance française, ou Cervantes, voire même, bon maintenant l'Angleterre elle a un statut plus particulier où elle l'aura, risque d'être fermée en Russie. Alors que l'Alliance française est sans doute l'organisation étrangère qui a le plus de représentation en Russie et qui joue le plus un rôle souvent culturel éminent dans les endroits ou dans les villes où elle se trouve. Quand évidemment elle n'est pas abandonnée par la France, comme c'est le cas à Sébastopol malheureusement. Bon, voilà la démarche, donc s'il vous plaît, ne vous dites pas oui, c'est cet épouvantable russophile ou agent de Poutine de Kochko qui nous a raconté je sais pas quoi. Hein. S'il vous plaît, c'est vraiment une démarche dans notre association, hein, où on est quand même plusieurs, et on a été plusieurs d'accord pour créer ça justement sur cette base-là. Et d'ailleurs, il y a assez peu de Russes. Comme vous n'aviez pas invité Guy Métan, ce que je croyais que vous aviez fait en fait, je vais revenir un peu sur l'historique qu'il fait de la russophobie, et ensuite je vous parlerai un peu des manifestations concrètes, notamment dans les médias, parce que c'est là que ça apparaît le plus. Parce que là aussi, deuxième mise au point en quelque sorte, lorsqu'on parle de russophobie et qu'on met en garde ici en France contre ce phénomène et les dangers que ça représente, on est bien conscient que la majorité des Français, l'opinion publique, elle n'est pas russophobe pour de rond. Elle considère même ça comme quelque chose d'assez saugrenu. Mais elle est tellement martelée, c'est un bourrage de crâne permanent sur tous les médias, sans aucune voix alternative. Ou bien quand occasionnellement il y en a une, c'est présenté comme le méchant garçon ou la méchante fille qui vient là défendre Poutine. Ce qui permet tout de suite, bien évidemment, d'enlever toute portée à ce qu'il peut raconter en s'éloignant de la pensée dominante, permanente, martelée en permanence, ce qui est un des procédés de la manipulation des masses, notamment cher à Goebbels. Mais qu'on subit de plus en plus, et qu'on subit, je dirais, encore plus que sous la guerre froide, paradoxalement. Donc, selon Guy Métan, et il a fait une étude sérieuse, son bouquin s'appelle « Russie-Occident, une guerre de 1000 ans ». C'est édité chez les Sirtes. Je ne sais pas, frère Thierry, vous l'avez là? Non, il n'est pas là. Donc, à mon avis, quand il dit que c'est une guerre de 1000 ans, c'est qu'effectivement,
il fait remonter le sentiment ou le terrain favorable à la russophobie à la division entre Byzance et le Saint-Empire, l'Empire carolingien, Charlemagne, et ensuite le Saint-Empire romain germanique. Pourquoi? Eh bien, c'est que après la destruction de Rome, en 476, c'est en fait Byzance qui assurait la continuité de Rome. Or ça, elle l'a fait pendant 1000 ans en fait, puisque c'est en 1450 que les Ottomans ont pris Constantinople. Byzance et Constantinople étant d'ailleurs un des pièges de langage, puisque Byzance n'est qu'un quartier de Constantinople. On parle de Constantinople, mais on nous a tout mis dans Byzance. Donc cette continuité était contestée par les empereurs occidentaux qui voulaient eux reprendre l'héritage de Rome. Et ils en sont arrivés pour le reprendre, notamment à même imposer des différences dogmatiques, comme le fameux filioque, qui en fait n'était pas la provenance du Saint-Esprit et du Fils, n'était pas dans les 4 ou 5 premiers siècles du christianisme. C'est arrivé après. Et Métan cite notamment une des plaques en marbre qu'il y a à Saint-Pierre de Rome, où il y a le credo sans filioque. Donc voilà quelque chose qui est assez important quand même. Oui, alors la communion, c'est 3 espèces, etc. Bon, bref. Bon, mais ça c'est les rites qui ont été imposés effectivement après pour appuyer les choses. Mais ça, c'est pour dire que oui, les différences, y compris canoniques, ont été introduites en fait sous l'influence des empereurs. Quelquefois en forçant la papauté. Hein. Pour le filioque, ils ont forcé la papauté. Et alors les Russes ont choisi Byzance-Constantinople dès 988, quand le prince Vladimir de Kiev s'est fait baptiser à Chersonèse, c'est-à-dire c'est juste à côté de Sébastopol. Vous pourrez encore visiter les ruines en allant en Crimée. D'où l'importance tout de même de la Crimée pour l'histoire russe. Tout naturellement, les Russes ont choisi Byzance en fait par des tas d'intérêts économiques, stratégiques, dynastiques. Hein, le Basileus, il a promis sa fille à Vladimir. Bon, enfin, il y a eu une liaison qui a été faite comme ça. Et en plus, on pourrait ajouter esthétique. C'est les descriptions qui sont faites de Vladimir recevant les différents émissaires des différentes religions. Le judaïsme lui plaît pas trop parce que l'interdiction du porc, ça l'embête. Le catholicisme se rentre en rivalité avec Byzance pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais en plus pour la beauté du rite, justement. Et puis l'islam, là, il a été rejeté aussi, notamment à cause des règles qu'il imposait. Et là aussi, d'ailleurs, l'interdiction du porc a joué un rôle. Et de l'alcool, alors là... Donc, voici, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est une chose qui, dans l'histoire russe, en tout cas, est une référence. Hein. L'aspect esthétique de la religion orthodoxe, encore aujourd'hui, et ça explique sans doute un certain conservatisme, justement, dans la forme de l'orthodoxie. On dit quelquefois... pour distinguer, là aussi d'une manière caricaturale, les orthodoxes des catholiques, et notamment en France, qu'à la fin d'une liturgie du dimanche, une famille catholique, lors du repas, va parler du sermon du prêtre, en l'appréciant ou en le critiquant, et des Russes vont plutôt parler de la belle voix du diacre. Et c'est pas faux. Il y a là quelque chose d'un peu vrai. Enfin, dans la façon d'appréhender les choses,
il y a quelque chose qui est assez vrai. En tout cas, Guy Métain en est sûr, en tout cas, et je pense que c'est assez vrai, que si les Russes avaient suivi les Polonais et les Hongrois, et s'étaient soumis aux Carolingiens et au pape allemand, notre appréhension de la Russie aurait sans doute été différente, elle aurait été comme elle était en fait antérieurement à leur choix du rite oriental en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas encore le grand schisme. Alors la confrontation religieuse n'a rien perdu de sa virulence, et elle continue aujourd'hui encore à imprégner les esprits des mêmes préjugés anti-orthodoxes et anti-russes qu'en 1054, même si ceux-ci se cachent derrière d'autres mots et d'autres arguments. Alors c'est notamment quelque chose qu'on a ressenti lors de la guerre de Yougoslavie, à propos des Serbes. Certains préjugés et certaines des idées justement qui sont utilisées par la russophobie remontent justement à cette époque-là, et notamment à un premier faux, parce qu'il y a eu deux grands faux, des falsifications dans l'histoire, dans la relation entre l'Orient et l'Occident, entre l'Occident et la Russie. Le premier, ça a été une falsification d'un testament de l'empereur Constantin qui léguerait des territoires de Byzance, notamment en Italie, à la papauté de Rome. On a su, en fait le faux date du 9e siècle, pardon, mais en fait il a été daté du 4e ou du 5e, et puis ce n'est qu'au 12e siècle qu'on a su que c'était un faux. Donc, vous voyez, les choses ont pu faire du dégât tout de même. Et puis le deuxième grand faux, alors là qui lui a toute l'actualité qu'a évoqué frère Thierry tout à l'heure, c'est le faux testament de Pierre le Grand, qui en fait a été fabriqué dans le cabinet noir de Louis XV par des Hongrois et des Polonais, et dans lequel, sur 2 petites pages, il faisait dire à Pierre le Grand qu'il avait l'intention d'envahir toute l'Europe occidentale. Et cette thématique-là, c'est celle qui revient sans arrêt dans la thématique russophobe, et d'où viennent toutes les images sur les cavaliers sanguinaires, alors qu'on assimile à ceux d'Attila, les invasions barbares de la fin de l'Empire romain, et puis les cavaliers mongols, etc. Et on oublie un peu d'ailleurs que je fais attention, Nous avons là le représentant du Tatarstan, donc je ne vais pas me laisser aller, mais il n'empêche que Gengis Khan est arrivé jusqu'à Vienne, disons que les Tatars ne sont pas arrivés jusqu'à Paris, disons les Mongols, puisqu'il y avait plus que les Tatars là-dedans, notamment grâce aux Russes quand même. Donc c'est accuser les Russes de vouloir envahir l'Europe alors que c'est eux qui ont été le barrage contre l'Asie plus lointaine. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, mais encore une fois, la russophobie, un de ses fondements, c'est l'ignorance. En fait, l'aveu de ce faux testament, la supercherie a été découverte qu'au XIXe siècle. D'où le fait que ça a été réutilisé abondamment, et que selon les pays, disons, il y a eu plusieurs vagues de russophobie, avec des pays d'Europe occidentale qui n'avaient pas de russophobie du tout, puis qui l'ont eu plus tard, et d'autres, en revanche, qui l'ont eu, puis qui s'en sont un peu éloignés, comme c'est le cas de la France, d'ailleurs. Eh bien, le faux testament et le mythe de l'expansionnisme a été repris sans arrêt, et évidemment remis au goût du jour par Napoléon pour justifier la campagne de Russie. Il a commandé une grande étude sur ce testament, sur ce faux testament, qui, à partir des 2 pages, a fait 500 pages. Enfin, bon. Et là, on a décrit tout ce qu'on a voulu, en fait. Et puis, la même thématique a été reprise ensuite par les Anglais, et puis aujourd'hui par les Américains.
Les Allemands, eux, dans leur russophobie, n'ont pas repris ce thème-là, bizarrement. Ils en avaient d'autres, alors j'y viendrai. On peut dire que, bien évidemment, là aussi, quand je disais qu'à partir de 2 pages, on a fait 500 pages, je dirais que les procédés sont un peu les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir d'un tout petit bout de citation, le plus souvent de Poutine, hein, aujourd'hui, eh ben on arrive à extrapoler, mais sans jamais laisser parler le bonhomme. Poutine lui-même, vous l'entendez très très rarement. On ne laisse jamais une phrase entière. Et même quand il a donné une interview, avant une visite en France, il y a plusieurs années, de ça, Europe 1 et TF1 ont diffusé cette interview, et ils en ont coupé une vingtaine de minutes, qui étaient parmi les plus importantes. Et ils sont en plus arrivés à déformer dans le commentaire, en commençant à accuser Poutine de misogynie, tout ça parce qu'il a cité un proverbe russe, et puis en gros le proverbe russe disant vaut mieux pas polémiquer avec votre femme. Bon bah tac, ça c'était misogyne. Bon, récemment on a revu d'ailleurs ce genre de déformation aussi. Donc ça fait partie des procédés des Napoléons, et puis malheureusement encore aujourd'hui. En 1815, après, alors, ce que je dirais aussi quand même, c'est que malgré le fait que quand même les armées napoléoniennes, alors je comprends bien qu'il n'y avait pas que des Français dedans, hein, c'était la grande armée, mais qu'elle a quand même fait beaucoup de dégâts à Moscou. Il y a eu beaucoup de morts dans cette guerre napoléonienne, la Bérésina, la bataille sur la Moskova, c'est une des batailles sans doute les plus sanguinaires du 19e siècle. Hein. C'est la destruction de Moscou avec le fameux incendie. Ça a été aussi accompagné de pillages, de destruction par la Grande Armée. Lorsqu'en 1814, après Waterloo, les Russes sont arrivés avec les Prussiens et les Anglais et les Autrichiens, Alexandre Ier, le tsar Alexandre Ier, qui est venu à Paris, a donné l'ordre de ne pas détruire Paris, de ne pas piller, de ne pas se livrer à des exactions. Il a interdit aux Anglais et aux Prussiens de démanteler Paris et de se livrer au pillage. Et j'ai plusieurs témoignages de bouquins de l'époque expliquant que les Russes avaient pointé leurs canons, mais qu'à ce moment-là avait été signé le traité, c'est dans l'est de Paris, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est à Charenton ou à Charonne, le traité déclarant la paix, enfin la reddition française, et là du coup les canons n'ont pas tiré. Et Alexandre Ier a arrêté ça. Alors, en plus de ça, là c'est pour la petite histoire je dirais, mais comme vous le savez, les Cosaques et les troupes russes sont notamment campés sur les Champs-Élysées. Et petit à petit, les troupes proprement dites, qui étaient à près de 40 000 soldats, se voyaient réduire leur nombre. Il restait les Cosaques, qui avaient un statut complètement différent. Hein. Les soldats, c'était des paysans, dont beaucoup étaient des serfs, parce que le servage n'était pas aboli à cette époque en Russie. Les Cosaques, eux, étaient des hommes libres. Les Cosaques restaient dans leurs unités et disciplinés. Mais les soldats, eux, ne résistaient que difficilement aux appels de la gente féminine française qui avait quand même subi d'énormes pertes de toutes les guerres napoléoniennes. Au point qu'ils ont perdu la moitié des soldats. 20 000 soldats ont déserté et ont été dans des familles françaises. Alors aujourd'hui, quand on fait des grandes leçons de russophobie, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont un peu de sang russe dans leur veine. Et du coup, là, Alexandre Ier a pris une autre initiative, c'est qu'il a ramassé ses Cosaques, il a dit, bon ben maintenant, vous rassemblez un peu les troupes et puis on rentre, hein, parce que sinon on n'aura plus de soldats. Donc c'est un épisode peu connu, ça, mais qui me paraît assez important. En tout cas, ce que je voudrais en tirer comme conclusion, c'est que là non plus, je ne comprends pas à ce niveau-là pourquoi cette russophobie peut encore trouver un appui en France, alors que justement,
si on récapitule dans l'histoire, Alexandre Ier sauve Paris et sauve la France, en fait, de la volonté des Anglais de partager, de morceler la France. En 14, quand les Allemands attaquent, les Français demandent à la Russie, qui n'est pas prête, qui n'a pas encore rassemblé toutes ses troupes et fini sa mobilisation, de faire une attaque à l'Est pour que les Allemands dégagent le front. Ce qu'ils font, ce que font les Russes. Et ils attaquent en Prusse orientale, où ils perdent beaucoup de gens. Ils gagnent une première bataille, ce qui oblige les Allemands à se reporter sur le front Est, et ça permet la bataille de la Marne. C'est pas les taxis uniquement hein, qui ont gagné la bataille de la Marne. C'est le fait qu'il y a eu beaucoup de troupes allemandes reportées sur le front Est en Prusse. Enfin, lors de la Deuxième Guerre mondiale, si la présence française a été acceptée lors des négociations de paix, c'est quand même sous pression de Staline. J'ai pas de sympathie particulière pour Staline, et évidemment qu'il avait un jeu par rapport aux anglo-saxons. Mais il n'empêche que c'est quand même lui qui a imposé. Et du reste, De Gaulle s'y est pas trompé, puisqu'il est allé en URSS assez rapidement. Donc, voilà des éléments qui, dans l'histoire, montrent que la Russie n'a pas nui à la France dans l'histoire, quoi. Alors, pourquoi les oligarques français d'aujourd'hui sont aussi acharnés dans leur presse contre les Russes? Je dois dire, si quelqu'un d'entre vous a une explication, je vous en prie, hein, je suis preneur. Comment? Oui, mais il y a eu... C'est vrai, mais c'est pas ça qui va justifier de toutes les façons cette russophobie. Il y a eu aussi l'alliance franco-russe. Enfin bon. En plus, bon, enfin, sur le pacte germano-soviétique, il y aurait des tas de choses à dire. Hein, vous savez, c'est pas un point simple hein, quand même. Et vous seriez en plus... Non, mais vous auriez été à la place même de l'URSS à l'époque, vous auriez sans doute fait la même chose, compte tenu de l'incertitude du flottement qu'il y avait du côté de la France et de l'Angleterre par rapport à l'Allemagne. Mais... C'est la chrétienté. Ah bon, c'est pour ça que j'ai quand même parlé de l'aspect justement Orient-Occident, oui. C'est un des apports, effectivement, c'est un des apports à la russophobie en France, ce bouquin de Custine, qui était en fait fondé, qui est un bouquin très bien écrit, hein, qui décrit la Russie de Nicolas Ier, donc un tsar autoritaire, venu quand même au pouvoir au moment où ce qu'on appelait la révolte des décabristes, qui étaient des officiers nobles, justement, qui avaient hérité de pas mal d'éléments comment ça s'appelle, des guerres napoléoniennes. Custine s'inspire effectivement soit d'autres voyageurs français, soit d'opposants russes comme Herzen. Et il est avec des remarques parfois justes, mais très biaisées, sans jamais faire le poids et la part des choses, sans jamais tenir compte du fait qu'à la même époque, certaines des mœurs ou des conduites qu'il décrit sont exactement les mêmes dans des cours occidentales. Quand il parle aussi, par exemple, d'un peuple esclave, effectivement, le servage n'est pas encore aboli en Russie, il ne le sera qu'en 1861 par Alexandre II. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, c'est pareil, il y a l'esclavage, et il sera aboli dans la même décennie que l'esclavage en Russie. Donc, quand aujourd'hui, on invoque le fait que les Russes seraient plus esclavagistes que d'autres nations, c'est quand même assez bizarre. C'est là aussi oublier certaines réalités historiques. Et je ne parle pas des pays où l'esclavage n'a été aboli qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années.
Enfin, ce livre de Custine a quand même une importance parce que c'est un des livres de chevet de M. Zbigniew Brzezinski, le théoricien américain du grand échiquier, qui donc était un conseiller de Carter, mais qui a été le conseiller de tous les présidents après Carter, et qui avait... dont l'idée essentielle, si vous voulez, est le démantèlement de l'URSS, ça il a marché, ça a réussi, et aujourd'hui de la Russie. Bien qu'en ce moment, il est un petit peu revenu sur cette idée-là, d'ailleurs. Mais évidemment, cet aspect-là est utilisé aussi dans la guerre de l'information permanente. L'argumentation de Brzezinski, dont en fait la motivation est évidemment impériale pour la domination des États-Unis, hein, et que la Russie étant un trop grand ensemble territorial, elle ne peut être dirigée démocratiquement. En fait, il est bien évident qu'il sert là les appétits de toutes les grandes structures économiques anglo-saxonnes et américaines qui considèrent, il faut bien le dire, et ça va être ça l'un des fondements de la russophobie à l'américaine, qui succède à la russophobie britannique, hein, que c'est injuste que la nature ait donné à ces barbares slaves autant de richesses et de minerais, et que nous, on l'utiliserait beaucoup mieux. Quoi, en amont. Oui, c'est de l'avidité, c'est de la... Oui, eux, ils vous diraient c'est du business. Donc, les Britanniques, eux aussi, donc, font dans la russophobie. Il n'est que de voir aujourd'hui les récentes déclarations de May quand elle est allée voir Trump. Mais bon... Cette russophobie n'est apparue justement que après les guerres napoléoniennes, vers 1815, lorsque l'Angleterre s'est aperçue que la Russie commençait à pouvoir d'abord leur imposer de ne pas démanteler la France, ce qui leur a été bien sûr déplaisant, et puis d'autre part, lorsqu'ils ont estimé ou ressenti que les Russes pouvaient être des rivaux en Asie, et notamment par rapport à l'Empire des Indes, et d'où la vieille idée que vous avez entendue ou que vous entendrez à l'occasion de la progression des Russes vers les mers chaudes, en oubliant quelquefois qu'il y avait quand même pas mal de montagnes et de déserts à franchir pour arriver aux fameuses mers chaudes. Et quand, par exemple, il a fallu expliquer que l'Union soviétique s'attaquait à l'Afghanistan par volonté de gagner les mers chaudes, il ne faut jamais avoir vu l'Afghanistan pour pouvoir penser que ça pouvait être un but soviétique. C'était absurde. Le but soviétique était purement idéologique au départ, en tout cas. C'est qu'il ne voulait pas se laisser développer un socialisme islamique ou un islam socialiste en Afghanistan qui échapperait au totalitarisme au sein de la famille communiste, si vous voulez. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, stratégiquement, c'était évidemment une erreur qu'une partie, d'ailleurs, de la bureaucratie russe de l'époque avait dénoncée. Donc, en tout cas, cette histoire des mers chaudes, elle ne peut être, disons, avalisée pour un seul domaine, c'est Constantinople, à la limite. Mais c'est tout. Et à ce propos aussi, il ne faut pas oublier que pendant la Première Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on a, enfin, à l'image qu'on a de la Russie au moment de la Révolution et au moment de la Première Guerre mondiale, on a tendance à épouser un peu l'analyse qu'ont fait les léninistes soviétiques après la Révolution. C'est-à-dire d'un État ruiné, une paysannerie affamée, un pays qui était complètement disloqué, qui partait en quenouille, etc. En fait, c'est pas très vrai. Je dois dire que moi aussi, je me les ai laissés aller à ces analyses-là, hein, en étant étudiant notamment. En fait, si on y regarde de plus près au niveau des faits, la Russie était au contraire sur une montée économique, était en expansion économique. En 1913,
c'était un pays qui se développait très rapidement, qui avait une courbe démographique très positive, qui plus est. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le XXe siècle soviétique, il y aurait 300 millions de Russes. Hein. Bon. Il n'y en a que 140, quoi. Vous vous rendez compte? En plus de ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne et sans doute l'Angleterre d'une manière plus insidieuse, et malgré les liens dynastiques qu'il y avait entre ces trois familles impériales, a voulu faire la guerre tant qu'il en était encore temps pour que la Russie ne devienne pas une puissance en Europe trop importante pour la Prusse et l'Allemagne. C'est une des raisons de la Première Guerre mondiale quand même. Hein. De plus, la Première Guerre mondiale, dans la guerre elle-même, après l'attaque sur la Prusse orientale dont j'avais parlé tout à l'heure au moment de la bataille de la Marne, on a eu des années épouvantables pour la Russie en 1915, ce qui a d'ailleurs allégé la pression sur le front français. Les Russes ont résisté malgré un manque de matériel épouvantable, mais ils ont compensé par des sacrifices humains colossaux. En 1916, la pression s'est reportée sur le front ouest, c'est Verdun, hein, c'est tout ce qu'on a connu ici. Et en 16, les Russes ont repris du poil de la bête et ont commencé à gagner. En 17, ils gagnaient au début 17. Il y a vers la Roumanie, la Bessarabie, Broussilov avait poussé son offensive jusqu'à la Roumanie, justement. Dans le sud, ils sont arrivés près de Bagdad, les troupes russes. Et sur le front, au point que les Autrichiens ont demandé une paix séparée. Et ils étaient prêts à donner Constantinople aux Russes. Nicolas II a refusé. Jamais été très perspicace, cet homme-là, de toute façon. Il a, et par volonté de rester fidèle aux alliés occidentaux. Et puis, il a abdiqué. Il a abdiqué sous pression diverses, mais en fait, la situation de l'armée sur le front contre les Allemands n'était pas si mauvaise que ça. Elle est devenue catastrophique après l'abdication de Nicolas II, et il est évident que les paysans qui étaient mobilisés ont estimé qu'ils devaient rentrer, parce que là, ça suffisait, quoi. Et là la propagande révolutionnaire a marché. Mais là aussi, il faut corriger un peu nos points de vue un peu sur cette période et sur le rôle donc, qui a été joué. Pour ce qui est de l'Allemagne, justement, j'y reviendrai, la russophobie est née assez tard, parce que, en fait, il y avait beaucoup de liens entre les Allemands et les Russes, notamment au niveau des familles royales. En fait, cette russophobie ne naît qu'à la fin du XIXe siècle, après les victoires de Bismarck, en fait. Avec cette idée de concurrence de la Russie, et qu'on a, à l'allemande, là, je dirais, commencé à fonder idéologiquement, d'abord, à la fin du XIXe siècle, début XXe, en fait, par le biais du romantisme allemand, par le biais d'une certaine approche qui se voulait intellectuelle, où on démontrait la supériorité de la germanité sur la barbarie slave. Et malheureusement, c'est cette même thématique qui a été reprise ensuite par les nazis, et les Slaves étaient considérés comme des Untermensch, hein, y compris avec des gens éliminés dans les camps de concentration, etc. Ce sont des aspects qu'on oublie un peu aujourd'hui, parce qu'on privilégie d'autres ethnies, peuples, religions qui ont été massacrés par les nazis, mais on oublie qu'il y a beaucoup de Slaves qui l'ont été sur une base raciste. Donc,
cette russophobie-là, c'est sans doute sur le nazisme qu'elle a pris les formes les plus cruelles et les plus extrêmes. Après la guerre, eh bien, disons que la russophobie anglaise et allemande sont reprises par les États-Unis, par l'Amérique, qui se retrouve là essentiellement en concurrence avec l'Empire soviétique. Alors défend notamment une thèse disant que, en fait, l'anticommunisme des Américains est venu de la rivalité et de la russophobie, et ce n'est pas le communisme qui a provoqué la russophobie. La preuve, dit-il, c'est que les Américains n'ont pas hésité à s'allier avec Staline. En revanche, pour justifier la lutte contre la Russie en tant que rivaux, eh bien, on a pris les formes du McCarthyisme dans les années 50, puis la guerre froide et tout l'appareil de propagande qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Et je dirais que la russophobie pratiquée aujourd'hui, notamment au niveau des médias américains, comme on l'a vu à propos des pseudo-hackers, etc., récemment, aurait tendance à donner raison à Métan sur justement cet aspect utilisation en fait, de rivalité avec la Russie et non pas avec les soviétiques, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de communisme en Russie. Et à la limite, les formes du capitalisme en Russie sont des choses qui parlent tout à fait aux Américains, puisque c'est souvent les formes d'un capitalisme qui a été sauvage dans les années 90 même, hein. Bon, qui maintenant s'est un peu assagi et plus cadré. Mais enfin, c'est un état de libéralisme économique avec un état que je qualifierais de bonapartiste d'un certain point de vue, parce qu'il a remis des choses en place et il a établi une certaine législation et assis des acquis, mais il n'y a aucune raison idéologique aujourd'hui de guerre contre la Russie. Il y a en revanche des raisons territoriales ou des raisons impériales, des raisons de pouvoir. Donc, d'autre part, je l'ai dit tout à l'heure, oui, la russophobie théoriquement des Américains, fondée sur, encore une fois, le faux testament de Pierre le Grand, mais dont ils ont finalement pas grand-chose à faire, puisque ce n'est qu'une argumentation. La volonté d'envahir l'Europe, c'est qu'une argumentation, ça ne les concerne pas directement. Et de ce point de vue-là, Trump peut se permettre de s'approcher justement de la Russie, puisque lui, America First, il n'est pas concerné par les fausses idées du faux testament de Pierre. D'autre part, il voulait, et il considérait, là aussi, un peu comme les Allemands, que c'était injuste que la nature donc donne toutes ces richesses-là à la Russie, alors qu'elle serait tellement mieux chez les trusts américains, quoi. C'est un peu ce qui s'est vu avec le fameux Khodorkovsky, dont vous avez entendu parler, comme un des grands martyrs du poutinisme, etc. Eh bien, M. Khodorkovsky était notamment un monsieur qui s'était emparé, mais il n'est pas le seul, hein, mais qui s'était emparé de grosses richesses pétrolières pour des cacahuètes, hein, comme diraient nos amis américains, et qui voulait vendre tout cet empire pétrolier à ExxonMobil et à Chevron, sans même demander l'avis au Kremlin. C'était un peu gênant quand même. Imaginez que Total soit vendu aux Américains sans qu'on demande rien. Je ne sais pas comment on prendrait ça. Hein. Et ce qu'il voulait dire quand même en clair, et ça s'est vu un petit peu avec le contrat qui avait été passé au moment du changement de pouvoir entre Yeltsin et Poutine, hein, en 2000, avec BP, British Petroleum, où les conditions étaient à peu près faites à la Russie et aux populations locales de l'endroit où travaillait BP, à peu près celles qui sont faites au Nigeria. Donc vous voyez la conception de la gestion des richesses du sous-sol par les grandes compagnies américaines par rapport aux populations locales.
Voilà le résultat et voilà pourquoi Khodorkovsky a été empêché de le faire. Bon, il y a eu d'autres aspects, c'est qu'il a aussi négocié avec les Chinois en direct, là aussi sans prévenir, alors que Poutine était en train de négocier avec les Japonais et avec les Chinois pour essayer de leur faire payer un maximum les gazoducs et les pipelines qui devaient ravitailler soit les Japonais, soit les Chinois. Donc il leur faisait monter les enchères à chacun en les jouant l'un contre l'autre. Khodorkovsky arrive là-dessus, discute avec les Chinois en leur disant « Bon allez, ok, prenez tout ». Évidemment, ça foutait tout en l'air, ce qui vous explique pourquoi il a été arrêté sur le tarmac de Irkoutsk. C'est qu'il était en train de négocier avec les Chinois. Et là, il a été arrêté là. Donc voilà des aspects, là aussi, que, évidemment, on ne vous expliquera pas, malheureusement, dans nos gazettes. Bon, il faut voir aussi que l'un des grands objectifs, c'est d'empêcher, et ça, vous l'aurez, si vous écoutez sur YouTube les interventions d'un dénommé George Friedman de Stanford, il vous expliquera que le grand problème, c'est d'éviter tout rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Parce que là, il y a une complémentarité économique telle que ça peut mettre en cause la domination américaine sur tout cet ensemble, sur l'ensemble mondial en fait. Et il complète ça en disant, et il nous faut, et c'est une leçon de l'Empire romain, continuer par l'Empire britannique, continuer à garder la domination sur les mers, la domination maritime. Ce qu'ils font, hein, c'est eux qui ont le plus de porte-avions, etc., etc., pas par hasard. Et c'est à cause de ça qu'on a fait la grosse bêtise des Mistral. Voilà encore un exemple de pourquoi il faut combattre la russophobie, c'est qu'à cause de ça, on fait des grosses conneries qui nous coûtent cher. Les Mistral, c'est particulièrement absurde. C'est une affaire particulièrement absurde. On a tout donné aux Russes gratuitement. On les a remboursés alors qu'ils avaient payé à un moment où les chantiers de Saint-Nazaire étaient quand même en difficulté. On leur a fait faire toute une partie de la poupe des bateaux. Donc il a fallu aussi faire tout un procédé assez compliqué. On leur a formé les marins. Et tout ça en ayant remboursé en euros, alors que le rouble s'était cassé la figure entre-temps, ce qui fait qu'ils ont reçu plus de roubles qu'ils n'en avaient versé. Pour les Russes, c'est tout bénef. Ils ont été sympas, ils n'ont même pas demandé de dédit. Il faut dire que, là aussi, je devrais le rajouter à mes exemples sur Alexandre Ier, la bataille de la Marne, Staline et De Gaulle, etc. Hein, parce que franchement, c'est quand même... les Anglais n'auraient pas fait ça, hein, je peux vous dire. Hein. Ni les Polonais qui ont acheté d'autres hélicoptères et d'autres avions, alors qu'on avait promis aux Français que... Non, ne vous inquiétez pas, hélicoptères. Et tout ça, en plus, au nom des droits de l'homme, et on vend à l'Égypte. Il y a quand même eu un coup d'État, heureusement, mais il y a eu un coup d'État quand même. Et en plus, c'est pas l'Égypte qui paye, c'est l'Arabie Saoudite. Alors là, qui est un grand défenseur des droits de l'homme, c'est connu, hein. Et de la femme encore plus. Et en plus, on ne sait pas si l'Arabie Saoudite a payé ou non. Parce que là, ils se sont disputés avec Al-Sisi. Donc, moi, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, si vous avez vu les comptes de la COFAS, actuellement, ces comptes-là sont dans la COFAS. Donc, on ne sait pas, ça ne se voit pas dans le budget de l'État. Mais on va finir par payer, vous inquiétez pas. Hein. Si les Saoudiens n'ont pas payé, c'est nous qui allons payer. En plus de ça, on a quand même perdu la confiance. Parce que dans les marchés d'armement, c'est quand même pas des marchés de bisounours quand même. Hein. On a perdu quand même des ventes de Rafale à l'Inde. On devait en vendre 140, on en vend 36. Et pourquoi? Parce que les Indiens, ils disent, si demain on a un problème avec le Pakistan et qu'à ce moment-là les Américains veulent jouer le Pakistan, on fait quoi? Les Français vont refuser de nous livrer les pièces et faire la maintenance. On ne peut plus. Ils ont acheté les Russes. Oui. Ouais. Non, bien sûr, non, il y a une tradition, c'est d'autant plus facile. Hein. Complètement, non, bien sûr. Il n'empêche, nous on les a perdus, hein, que vous vouliez ou non. Ça aurait été bien pour le commerce extérieur français, vous savez, c'était pas mal. Hein.
Parce que déjà, les 36 Rafales, ça a donné un des bons chiffres du commerce extérieur français. On vous l'a assez dit, je suppose, au début janvier. Hein, bon. Donc voilà, malheureusement, malheureusement, voilà le genre de bêtises qu'on peut faire avec la russophobie. Je vous citerai un autre exemple de bêtise, c'est Fabius qui, au moment de la crise ukrainienne, essayait de convaincre, et a convaincu en fait, les politiciens, que ce soit de l'Union européenne ou en France, sur le fait que oui, oh, les Russes, de toute façon, on peut y aller, de toute façon, ils continueront à payer pour l'Ukraine. Manque de peau, ils ont arrêté de payer. Et puis, les négociations qui avaient eu lieu avant le coup d'État en Ukraine, Yanukovych avait essayé de négocier avec l'Union européenne des procédés techniques pour arriver à rendre compatible l'appartenance de l'Ukraine à la CEI et le pacte d'accord économique avec l'Union européenne. C'était évident que si vous aviez deux zones de libre-échange qui entre elles n'étaient pas en libre-échange, il y avait des dysfonctionnements à prévoir, ce que les Russes n'ont pas manqué de souligner. Eh bien, il faut le répéter, l'avenir de l'Europe, c'est de l'Europe tout entière, avec l'Ukraine, avec la Russie. Il y a la complémentarité que craignent les Américains entre l'Allemagne et la Russie. Enfin, l'Allemagne, c'est aussi nous, pour ce qui est de la complémentarité avec la Russie. Et si on veut rester, je dirais, du bon côté du globe terrestre, c'est-à-dire celui qui a une relative prospérité, ben on a intérêt à faire attention et à laisser l'Europe continuer d'avoir une économie et de peser dans le monde. Et ça, on n'y arrivera pas si on reste en petite Europe, si on se rattache uniquement aux intérêts transatlantiques qui peuvent varier, comme on le voit actuellement. Et on ferait bien de réfléchir un peu stratégiquement à autre chose que ce que, aujourd'hui, l'establishment essaye de nous faire croire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on paye plus d'impôts pour entretenir des troupes dans les pays baltes et en Pologne contre la Russie, pour rien du tout, alors qu'on est attaqué par les islamistes qui, eux, nous écrasent ou nous coupent les têtes. Ce qui est absurde. Si on veut renforcer la défense, c'est pas du côté des pays baltes et de la Pologne, où ça sert à rien. Parce que dire que les Russes vont attaquer les pays baltes, c'est absurde. D'abord, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Deuxièmement, ça veut dire que c'est beaucoup de pognon pour les remettre à niveau. Et ensuite, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est eux-mêmes, c'est les Russes, à l'époque soviétique, fin de l'Union soviétique, qui ont donné l'indépendance à ces pays-là. C'est pas pour nier cette indépendance. Il en est de même, encore pire, je dirais, avec l'Ukraine. Aujourd'hui, on peut lire dans nos gazettes que les Russes ont envahi l'Ukraine, ou envahissent l'Ukraine, ou rêvent d'envahir l'Ukraine. S'ils voulaient envahir l'Ukraine, ils auraient pu le faire déjà. Et je peux vous dire que si vous connaissez un peu la situation aujourd'hui en Ukraine, alors on n'en parle pas trop d'ailleurs, hein, parce qu'il faut que ce soit idyllique, il faut que ça soit très très bien et tout ça, mais en fait les gens ils crèvent de faim quand même, ça va très mal. Économiquement, ça va très mal en Ukraine. Il y a énormément d'Ukrainiens, comme vous le savez, qui viennent ici, et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont en Russie. C'est un peu bizarre, non, que des Ukrainiens aillent en Russie. Est-ce que vous imaginez pendant l'exode que les Français qui fuyaient aillent vers les Allemands? Vous vous rendez compte des bêtises qu'on nous raconte? Il suffit de réfléchir un tout petit peu. Or là, actuellement, il y a 2 millions d'Ukrainiens qui ont fui en Russie. Et sans doute plus. Les Ukrainiens seraient peut-être bien contents d'être envahis par les Russes. Oui, mais les Russes, eux, ils veulent pas envahir l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas les pognons pour mettre à flot ce pays qui a été pillé depuis 20 ans. Il est totalement pillé. L'Ukraine a été pillée. Ce qui est... mais ça fait mal au cœur. C'est un superbe pays, l'Ukraine. Mais il a été totalement démantelé. Il n'y a aucune structure qui tienne. Et alors aujourd'hui, en plus, il est livré à des bandes armées. Ils ne peuvent même pas démobiliser les gens qui sont sur le Donbass.
sans compter les mercenaires et les différentes milices de néo-nazis en fait, hein, puisqu'ils ont même les insignes nazis. Parce qu'on ne sait pas en quoi en faire, il n'y a pas de boulot. Donc on préfère les garder sous les armes. Donc le risque, et ça aurait été le risque avec Hillary Clinton. Avec Trump, c'est point d'interrogation. Mais avec Hillary Clinton, le risque, c'était que les Ukrainiens soient utilisés comme chair à canon pour faire la guerre à la Russie. Pour éviter une guerre mondiale entre États-Unis et Russie, ils auraient utilisé les Ukrainiens pour attaquer les Russes. C'est malheureusement un plan qui, à mon avis, est sans doute actuellement en préparation par certaines forces du Pentagone, parce que, comme vous savez, dans le Donbass, ça s'est rallumé, là. Et en ce moment, ils bombardent beaucoup le Donbass. Donc nous avons créé ce site Stop Russophobie. Je vais essayer de vous en montrer. Ah, vous voulez bien me brancher, s'il vous plaît, la prise du fil blanc. C'est bon? C'est bon? Ah, non, c'est pas bon. Ça y est? Non? Ah. Oui, ça c'est débranché. Voilà. Je vois quelque chose ou pas? Oui, bon, voilà. Ah. Non, mais ça doit aller, non, là. Je vais essayer de... Plus haut. Attendez, oui. Est-ce qu'il y a un bouquin ou quelque chose que je puisse faire plus haut? Donc, nous avons créé ce site. Le principe est qu'il est divisé en différentes rubriques. Stoprussophobie.info. Ce que vous avez en haut... Oui, d'accord. Ce qu'il y a, c'est que c'est... On ne voit pas, quoi. Vous avez... Alors, c'est basé sur une phrase devise, hein, comme il n'est pas d'éloge flatteur, sur le fait qu'il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. C'est une citation de Talleyrand, qui connaissait dans les deux. Donc, on prend les informations telles qu'elles apparaissent, et en général, on a deux orientations, je dirais. Celle d'une remise au point par rapport à des affirmations qu'on peut trouver dans les médias. Et l'idée étant de se mettre sur l'illustration qui est décrite, et hop, quand vous cliquez dessus, eh ben, vous arrivez à tout un article, en général assez court, fondé évidemment sur les faits qu'on remet en place. Là, c'est le cas des fameuses accusations que Poutine aurait fait voter Trump aux électeurs américains. On ne sait encore pas comment. Que des hackers auraient, russes bien sûr, auraient intercepté des contenus du mail du Parti démocrate, en oubliant que c'est quand même le contenu de ces mails qui a posé un problème, et non pas le fait qu'ils aient été interceptés. Et puis ici, c'est une interview de Assange
donc celui qui fait Wikileaks, qui dit que c'est pas du tout les Russes qui lui ont donné les informations. On peut en dire ce qu'on veut, mais enfin, il n'empêche qu'il l'a dit. Et il est vrai qu'il n'y a aucune preuve, les fameux rapports du FBI, etc., ne sont que des absurdités qui ne tiennent absolument pas la route. Mais il n'empêche qu'ici, on a droit à des affirmations, des reprises qui, au début, quelquefois, prennent la précaution d'inconditionnel, mais qui ensuite, dans le rappel, dit suite à l'interception par les Russes des mails du Parti démocrate et de la victoire de Trump qui en est résulté. J'ai entendu des phrases comme ça. Hein. Comment? On ne sait pas. Et alors maintenant, on vous explique que, attention, pour les élections en Europe, en France et en Allemagne, ça va être pareil. La Poutine, il va vous mettre un Russe derrière chacun, là, puis il va vous obliger à voter pour celui qui veut. Enfin, je sais pas qui d'ailleurs, mais enfin bon. Parce qu'en plus, l'embêtant, c'est que parmi les Russes, il y en a qui ont des partis différents. Hein, Gérard Connu, ici présent, peut vous en parler. Il en revient, là. Il en a entendu des russophobies en Russie. Une violente russophobie en Russie, à Moscou surtout. À Moscou. Dans certains milieux. Dans des milieux. C'est un peu comme ici, en fait. C'est-à-dire, c'est dans les milieux urbanisés d'une certaine petite bourgeoisie où on a tendance à... on retrouve ce que... semi-intellectuel. Il répercute ce qu'on dit. En général, il répète ce qui se dit dans les médias occidentaux pour faire moderne, quoi. Mais aussi ce qui se dit sur les médias russes, qui sont absolument tolérés. L'écho de Moscou, c'est ça, c'est que... ça. Oui, c'est ça aussi. On vous dit parmi les thèmes de la russophobie, on vous explique qu'il n'y a pas de médias en Russie, que c'est totalitaire, que etc., etc. Alors, il faut bien savoir quand même, si vous regardez des émissions vedettes, qui sont d'ailleurs parmi celles qui sont les plus critiquées par les russophobes, justement, comme le panorama de la semaine, qui est fait par un journaliste qui s'appelle Kissilov, et un débat, un grand talk show, comme on dirait en bon français, de Soloviev, eh bien, il y a à ces tables rondes-là des représentants de l'OTAN, des Polonais, des Ukrainiens pro-Kiev, de l'opposition libérale, et l'opposition libérale russe, enfin de l'opposition extra-parlementaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'en Russie, contrairement là aussi à ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a quand même deux sortes d'opposition. Il y a une opposition parlementaire, où les majoritaires sont les communistes, et puis il y a une opposition extra-parlementaire, qui a été présente aux élections à la Douma, hein, quand même. Hein. Et personne ne les a empêchés de se présenter, de faire campagne, etc. Mais l'ennui, c'est que c'est des gens qui ont tendance à parler, mais à ne rien faire au niveau du terrain. Donc ce ne sont pas du tout des militants. Non. Les seuls qui soient assez militants, c'est les communistes, en fait. Mais les autres, rien du tout. Alors, ils s'imaginent, ils sont tous chefs, du coup, il n'y a pas d'Indiens. Et personne ne fait de propagande, personne ne fait d'efforts pour implanter le parti, pour en faire des choses. Alors bon, ils ont tous eu moins de 5% en fait. Hein. Oui. Le Parnasse, tout ça. Mais depuis mais il y avait trois partis, je dirais, dont deux carrément pro-américains. Hein. Oui. Excusez-moi, mais ici on n'a pas ça. Il faut dire que la Crimée a changé les donnes, parce que les communistes, qui quand même étaient avant dans une opposition très 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 virulente, se sont partiellement ralliés, en tout cas à la politique étrangère de Poutine, et ils critiquent la politique économique, mais ils sont quand même, de même que le fameux Zhirinovsky, qui est quand même un parti qui a quand même obtenu pour beaucoup de voix des récentes élections. Donc il n'y a que les libéraux, mais ils n'ont ils ne représentent plus rien. Enfin, il n'empêche qu'ils sont représentés. Ils sont représentés dans les émissions télévisées de la plus grande chaîne, enfin l'une des deux grandes chaînes en tout cas. En tout cas, on les laisse parler, il n'y a jamais d'interdit. C'est ça. Enfin, je veux dire, moi je ne vais pas vous dire que les chaînes de télévision grand public sont d'une liberté absolue, etc. C'est évident que l'information subit une influence d'un pouvoir. Enfin, je dirais que c'est un peu comme ça partout, hein, quand même. Il n'empêche, oui, non, mais bon, c'est pas une raison, je dirais, mais il n'empêche que dans l'ensemble, on peut pas dire que c'est une information totalitaire. En tout cas, il n'y a pas l'absence d'information. Il n'y a pas la polarisation qui existe ici, ça c'est sûr.
Si on compare, moi je dirais, je viens de Moscou, j'ai passé un mois là-bas, il y a beaucoup plus de liberté d'expression dans la vie politique et dans les médias qu'ici, vraiment, objectivement. Hein. Dans la mesure où ici, il y a, que ce soit la droite ou la gauche, au fond, par exemple à propos de la Russie, ils répètent toujours la même chose. Il faut avoir l'unanimité aux primaires, quand on parle de Poutine, ou de la Syrie, ou de Bachar el-Assad. À propos des, si vous permettez, à propos des émissions que vous venez de citer, la celle de Kisheliev et Solovyov, je voudrais faire quand même juste une remarque. Moi, je les regarde un petit peu, comme ça, par curiosité, par intérêt. C'est vrai que dans ces émissions, il y a effectivement des représentants de l'Ukraine, de l'OTAN, des Occidentaux, des Américains. Mais j'étais quand même extrêmement frappé par la façon dont lorsque ces gens-là s'expriment, ces émissions sont quand même montées ou réalisées d'une façon telle que ces gens-là sont instantanément écrasés sous les huées de la foule. Ceux qui les contredisent sont immédiatement applaudis. Il y a quand même là quelque chose qui ne ressemble quand même pas à quelque chose de parfaitement, disons, fair play comme information. C'est comme échange de oui, c'est en direct, hein. C'est en direct, c'est pas c'est direct. Non, c'est du direct, je vous jure. Hein. Solovyov, simplement, il commence plus. Mais j'ai été invité. Et c'est dimanche, simplement il commence plus tôt à cause de l'Est. N'oubliez pas qu'il y a quand même 8 faisceaux horaires, 8 fuseaux horaires sur toute la Russie, hein, quand même. Enfin, et l'émission est en direct à l'Extrême-Orient, elle est complètement en direct. Bah alors et, mais il y a les applaudissements, les huées, etc. sont quand même très. Il y a personne. Alors il y a personne qui montre avec des panneaux comme c'est dans les jeux ici. Il n'y a personne qui montre avec des panneaux, applaudissez, huez, etc. Vraiment pas. Hein. Il y a une grande spontanéité. Oui, c'est spontané. C'est assez spontané. Ça représente l'état de l'opinion. Mais c'est vrai, mais ça représente une bonne partie de l'opinion. Ouais, hein. ça. Et regardez, chez Solovyov, des fois, il fait des émissions où il a 2 camps, là. Il y a un camp qui est carrément... oui, il y a des espèces... Non, le duel, c'est parce qu'il y en a 2. Le jeudi, mais après, il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces émissions-là. Mais ils s'expriment. Là, les deux ont des partisans dans les gradins. Hein. Les deux. Hein. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que les bad boys, mais au moins ils existent. Ici, non. Et quand on est invité, ou quand on était invité dans des émissions de télévision ou de radio, regardez, on était aussi... moi j'ai été invité souvent, j'étais dans la place, mais comme le méchant, le mec... Ah mais ça c'est le poutinien, attention, hein, c'est l'agent, etc. Enfin, c'est fabuleux. Et en plus, avec des mensonges que vous pouvez même pas démentir. Moi sur mon compte, j'en ai eu, mais je recrutais pour des agences poutiniennes, alors que je travaillais même pas dans ces organes de presse-là. J'y travaillais même pas. Mais un recruptible a dit que j'étais un recruteur de journalistes français. Mais je travaille pas là-bas. Y a des bouquins qui m'ont attribué des trucs, enfin bon... Presque tout est faux. Il y a un livre sur les agents du Kremlin quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, de Vessier. Ouais, j'ai l'honneur d'y faire suivre. C'est un livre de délation. On pourrait se croire, c'est peut-être comme je suis partout sous l'occupation. C'est macartisme. Ouais. Mais bon, mais en plus c'est faux. C'est faux, bien sûr. Oui, Pascal. Oui, merci pour ce panorama tout à fait complet. Moi, je voudrais parler de la russophobie au quotidien. Parce que tu as parlé de la russophobie institutionnelle. Alors, la russophobie institutionnelle, c'est bien entendu éventuellement les journalistes, excuse-moi pour ta profession, mais les journalistes, pourquoi ils sont aussi arrogants, aussi agressifs vis-à-vis de la Russie d'aujourd'hui? C'est parce que pour la plupart, ils ont un corpus marxiste. Et donc, la dégradation et la disparition de l'URSS, c'est la disparition de leur rêve de jeunesse. Tous les 68 arts et compagnie, ils sont obligés ils ne peuvent pas accepter que le modèle dans lequel ils ont cru a échoué là, complètement. Donc, par vengeance... Non, mais attends, il y a une autre génération maintenant. Leur principe, de toute façon, dans les écoles de journalistes, là, si tu n'as pas la carte du PS, de toute façon, tu n'as même pas de stage. Donc déjà, c'est une vengeance vis-à-vis de l'échec du modèle qu'ils ont adulé.
Ça, c'est pour la russophobie institutionnelle. Les choses militaires, il n'y a pas beaucoup de La russophobie au quotidien, c'est le fait, par exemple, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, je n'ai pas un nom de consonance russe, je parlais de russe, mais pendant de nombreuses années, il a fallu que je justifie pourquoi je parlais de russe alors que je n'avais pas de famille russe, alors qu'on m'a jamais demandé pourquoi je parlais anglais et espagnol, par exemple. Donc ça, et j'ai manqué un poste à Air France parce que je parlais de russe. C'était en 1991. Bon, donc maintenant, comme toi, je suis considéré comme un agent de Poutine, tout ça. Au contraire, moi, ça me revigore, ça me stimule. Bon, je n'ai pas la chance, comme toi, d'avoir été cité dans le livre de Sophie Poignard. J'espère que dans la prochaine édition, je figurerai Sophie Poignard, c'est quoi Sophie? Non, c'est Cécile Vessier, non? Interdit de débat avec elle sur Twitter. C'est encore là. Donc, j'espère bien avoir l'ordre de Sophie Poignard m'attribuant. C'est un troisième bouquin, Sophie Poignard? J'espère. Ah, j'étais pas au courant, moi. Non, mais elle est en train d'écrire parce que comme elle a loupé les deux autres. Donc j'espère. Bon, mais la russophobie au quotidien, c'est ça, c'est-à-dire des vexations, d'être obligé de se justifier pourquoi on ne porte une croix orthodoxe, pourquoi on est. Bon, moi je m'en fous, hein, je suis blindé. Mais de dire qu'en Russie tout n'est pas comme ça. Dimitri l'a bien rappelé, que les gens ne meurent pas de faim, qu'il n'y a pas des ours dans les rues, que dans les magasins on peut faire les courses comme on fait ici, notamment à Auchan. Ces choses-là, Oui, Auchan, ils se vendent pas, mais c'est un de leurs meilleurs business. Hein, quand même. Ça, ils disent Faut quand même. Le roi Merlin aussi. Hein. Toutes les marques Donc vous en voyez partout. toutes les groupes. C'est-à-dire les sanctions, c'est franchement quelque chose qui nous assomme nous-mêmes. Alors, les Enfin, sanctions- comme la paysannerie, ça s'est vu. Mais pour les autres, c'est pareil. Enfin, il y a un problème bancaire, il y a un problème de crédit. Les sanctions, j'en parlais aujourd'hui, j'étais à l'Assemblée nationale cet après-midi, et j'étais en train de dire, mais mes chers amis, continuez les sanctions. L'agriculture russe est en train de se développer. Maintenant, on fait du camembert à Kazan, donc plus besoin d'en faire venir de France, en plus avec la méthode normande. Donc, continuez vos conneries, parce que plus ça va, plus... Alors, plus, bien entendu, ce développement de l'agriculture qui était mis un petit peu en retrait, parce que l'économie russe était un petit peu devenue une économie de rente sur le pétrole et le gaz, et là ça développe complètement tout des pans entiers de l'économie. Il va y avoir le forum de Sochi à la fin du mois de février, le forum d'investissement à Sochi, 27 et 28 février, et les thématiques sont à la fois les PME, la coopération régionale, la décentralisation et les relations avec les pays de l'Eurasia. On ne parle même pas d'Europe. On sent la France, même pas en reste, sauf la littérature, Dumas, machin, tout ça. Bon, mais tout ça, c'est fini. Et comme Il faudrait ajouter qu'à Astana, la France, elle n'y était pas. Hein. même pas, ils savent même Donc pas c'est où un c'est. règlement de la Syrie. Hein. Ils savent même pas où Un c'est. début de règlement. Même les États-Unis. En tout cas, ce qui est de plus sérieux depuis 5 ans. Quand on parle avec les gens du Quai d'Orsay, ils ne savent même pas où est Astana. Donc il ne faut pas s'étonner. Mais je veux dire par là, c'est que la russophobie ordinaire, c'est la russophobie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on vous regarde d'un seul œil parce que, bon, moi évidemment, je fais des provocations avec le badge de Poutine, etc. Je fais exprès pour les énerver, pour les rendre, de publier sur Facebook des photos avec des gens qui sont le diable en personne, etc. Exactement, comme vous. Et donc, ça on s'en fout. Je crois aujourd'hui, avec l'association de Dimitri, c'est de réagir, c'est avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de réagir, de dire les conneries que vous raconte Arte ou France Télévisions et tout ça, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est ça. La vérité sur ce qui se passe réellement à Alep et en Syrie actuellement, avec notamment l'élimination de 300 terroristes de Daesh qui se sont rendus cet après-midi même, et ben c'est pas sur les médias français, c'est sur Sputnik, c'est sur RT, c'est sur des choses comme ça, alternatives. Et là, on a les moyens avec les nouveaux médias, avec les réseaux sociaux, de contourner cette doxia, de contourner cette censure induite ou conduite. Et la russophobie, et grâce à l'association qu'a montée Dimitri, c'est une manière de réagir. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, ça c'est vraiment très déplorable parce que moi je suis très impliqué vis-à-vis des autorités officielles russes, c'est qu'ils ne comprennent même pas qu'il faut réagir. À la limite, ils s'en foutent. C'est-à-dire que, à part Oui, ça c'est, pour vous préciser, c'est pas du tout l'argent russe qui a monté ça. Hein. C'est nous-mêmes.
Moi, j'aimerais bien qu'ils nous en donnent un peu d'ailleurs. Hein, mais enfin bon, si vous avez des pistons là, je vous en prie. Mais c'est fait sur une base complètement volontaire, y compris le webmaster. Hein, y compris le webmaster. Au niveau de qui est formidable. Au niveau de l'institutionnel, la seule personne sinon, qui Gérard, voilà, il est membre qui défend son pays, c'est monsieur l'ambassadeur Orloff. Sinon, tous les autres s'en foutent. Et soit ils considèrent que c'est pas important, hein, que les Occidentaux comprennent rien, soit ils, eh bien, ils disent que bon, bah, on les laisse parler, puis on verra tout ça. Mais de toutes les manières, là, ça m'a été confirmé la semaine dernière, et puis malheureusement ça se confirme chaque jour, c'est que de toutes les manières, avec la nouvelle gouvernance qu'il y a à Washington, la priorité c'est l'axe Washington-Moscou. Et l'axe Washington-Moscou, il passe par-dessus l'Europe. Alors, la russophobie anglaise, la russophobie française, la russophobie allemande, la russophobie scandinave, tout ça, ils s'en foutent. Maintenant, c'est Trump, Poutine, et c'est fini. Enfin, nous, on est, oui. Enfin bon, bref, donc vous avez compris que le site a besoin d'une interactivité, ce qui veut dire, oui, envoyez-nous des articles éventuellement, ou des sujets d'articles. Si vous pouvez les rédiger un petit peu, c'est mieux, parce que ça nous ferait gagner un peu de temps. Et puis on va faire un financement participatif en haut parmi les boutons à nous contacter. Il y aura une possibilité de verser 5, 10, 15 euros. Parce que bon, le webmaster, il va bien falloir finir par le payer. Le domaine, il faut le payer. Et puis éventuellement, on essaiera d'avoir quand même quelqu'un qui fasse ou un secrétariat ou un journalisme, au moins à mi-temps, de façon à pouvoir donner un suivi. À vrai dire, au début, quand on a lancé ce site, moi je pensais qu'on aurait 2-3 articles à écrire par semaine. C'est plutôt 2-3 par jour qu'il faudrait écrire. Mais bon, on n'a pas forcément le temps. Nicolas, je compte sur toi. Si tu peux m'envoyer quelques papiers, ça serait très sympa. Voilà. Vous n'avez pas mentionné le mémorandum de Budapest. Est-ce que c'est sans importance Le Budapest. Le mémorandum de Budapest, oui, parce que vous avez parlé des Mistral, vous avez parlé de l'Ukraine, et apparemment le mémorandum de Budapest, pour moi qui ne suis ni journaliste, ni russophone, ni russophile, un simple curieux, je m'étonne aussi qu'en France, entre autres, c'est pas possible, cet acte qui me semble, à mes yeux, en tous les cas, à mes petits yeux, très important, et qui explique d'ailleurs probablement indirectement en partie l'affaire des Mistral. Vous ne pouvez pas méconnaître cet acte-là, peut-être que les gens ne le connaissent pas, parce qu'on n'en parle pas. Vous voulez parler des frontières, l'intangibilité des frontières, pour les armes nucléaires en Ukraine. C'est au moment où l'Ukraine n'a pas... Oui, mais c'est ça. C'est l'intangibilité des frontières. Voilà. C'est ça, c'est l'intangibilité des frontières. Oui, mais attendez, excusez-moi. Bon, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un contrat, en quelque sorte, qui a été signé le 5 décembre 1994 et qui a fait suite au démantèlement de l'URSS. Et le deal était le suivant. Vous, l'Ukraine, vous acceptez le démantèlement de vos armes nucléaires. En contrepartie, nous, c'était les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine, pourquoi j'en sais rien, et la Russie, s'engageaient en 1994 à défendre l'intégralité du territoire russe et de ses frontières. Le jour où la Russie, alors moi, que la Crimée soit importante pour la Russie, peu importe. La question c'est, ce contrat capital a été violé et personne n'a bougé. Alors, 3 petites choses. Un, c'est vrai que les Russes ont été assez bêtes de ne pas faire par écrit l'accord sur la non-extension de l'OTAN vers l'Est. Or, malheureusement, la parole n'a pas été tenue. Vous disiez à un moment tout à l'heure, les Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils ont à craindre? Bon, apparemment, moi je ne suis pas l'expert, hein, mais je me mets à la place d'un Balte et je me dis, bon, ils n'étaient pas supposés attaquer l'Ukraine. Et l'Ukraine, même les États-Unis... Ils n'ont pas attaqué l'Ukraine. Ben, la Crimée, ça faisait partie de l'Ukraine. Ah, d'accord. Mais ils n'étaient pas supposés. C'est compliqué, c'est comme si nous piquait l'Alsace-Lorraine. C'était justement. Et donc, sauf que ça serait plutôt dans l'autre sens. Donc, moi, si j'étais je me dirais, bon, ils vont s'arrêter où? Alors, deuxièmement,
Deuxièmement, il n'était pas supposé non plus qu'il y ait des coups d'État à Kiev et que la population de Crimée et de l'Est ukrainien, auquel, comme première résolution, même si elle n'a pas été tenue sous pression des États-Unis, il a été décidé d'interdire le russe en Ukraine, et il recommence maintenant d'ailleurs, hein, à Kiev. Même les livres. Eh bien, il est compréhensible. Non, non, mais attendez, je comprends. Budapest, vous pouvez aussi invoquer le référendum d'avant la dislocation de l'URSS. Vous pouvez invoquer, etc. Mais non, pas du tout. C'était pas du tout la suite de ça. C'est la pression. Mais non, le contrat avait été signé avant et c'était pas du tout pour ça. Donc, c'est sous pression américaine, voyons. Mais c'était pas du tout dans nos intérêts. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, de ça? Bon. Et on va... Attendez. D'autre part, le coup d'État à Kiev, il a été quand même commis le lendemain même où il y avait un accord qui avait été signé entre l'opposition et Yanukovych avec garantie de 3 ministres des Affaires étrangères, le polonais, le français, même si Fabius s'est tiré en Chine pour ne pas avoir à signer, il a mis Éric Fournier à la place, et puis l'allemand. Eh bien, ces 3-là, ils ont signé un accord qui n'était pas respecté dès le lendemain. Le russe était prêt à signer, il a juste posé une question. Et si l'accord n'est pas respecté, on fait quoi? On n'a pas... En effet, tout cet accord, il était violé pour la première fois, pas par la Russie, mais par l'Ukraine. Après la révolution orange, Yushchenko déjà a planifié rentrer dans l'OTAN. Et par conséquent, la Russie n'a pas pu protéger rien s'il y a déjà planification, il n'était pas ça déjà vote à Rada qui rentre en OTAN. Et il faut parler de Bucarest en même temps qu'on parle de Budapest. La décision de l'OTAN à Bucarest d'intégrer la Géorgie et l'Ukraine à l'OTAN. Ça, c'est quand même important aussi. Hein. D'aider à Stop Russophobie, prendre contact, il y a des mails, il y a un mail. C'est moi qui vais le faire. Bon, les gens peuvent adhérer et peuvent envoyer des valises. Donc non... Vous pouvez venir voir le conférencier.